l'IA et l'intelligence humaine, acquisition et perte de compétences. Alors, pour répondre à ces questions, nous avons également à nouveau l'honneur de recevoir 3 nouveaux intervenants. Donc, Emmanuel Goffi, éthicien de l'IA à l'Human Technology Foundation. Je propose de venir nous rejoindre. Également le docteur Mohamed Chetouani, chercheur dans l'équipe PIROS à l'Institut des systèmes intelligents de la robotique et la Sorbonne Université. Et enfin, Pierre Delbé, philosophe, auteur et fondateur d'IFRI Conseil. Alors, le micro, vous allez, comme ça, vous le passez les uns avec les autres. Ça permettra donc, du coup, de maintenir on va dire, une discussion fluide. Alors, première question, en fait, une question un peu ouverte. Quelle est pour vous la définition de l'intelligence humaine? Comment la comparer, la compléter avec l'intelligence artificielle? Ah oui, vers le haut. Voilà. Oui, parfait. Je vais donner une réponse très facile, c'est qu'il n'y a pas de définition de l'intelligence, il y en a toute une flopée de définitions de l'intelligence. Moi, je pense qu'il y a surtout quand on fait la comparaison entre l'intelligence dite humaine et l'intelligence artificielle, il y a une erreur fondamentale qui consiste à considérer que l'intelligence humaine, c'est quelque chose de très homogène, et que l'intelligence humaine est le seul référent en matière d'intelligence. Ce qui, à mon sens, est complètement faux. Il y a de l'intelligence chez les animaux, et puis nous, en tant qu'êtres humains, bien quelles que soient d'ailleurs les modalités de mesure de cette intelligence, qui sont très discutables, on n'a pas tous le même degré d'intelligence. Je connais des gens qui ont à peu près, en termes de production et de génération de langage, le même niveau d'intelligence que ChatGPT. C'est-à-dire qu'ils ont entendu 15 000 fois les mêmes mots, puis que dans une occurrence spécifique, eh bien, ils vont répéter ces mots parce qu'il leur paraît pertinent dans leur base de données Internet, et bien, effectivement, de mettre les uns derrière les autres ces termes, ce qu'on appelle notamment du conformisme. Donc, à mon sens, c'est vraiment ça le problème. Et en tout cas, le problème avec l'intelligence artificielle, très souvent, c'est que, tout le monde connaît Luc Julia, moi j'aime bien quand il dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Alors, pour d'autres raisons, je suis assez d'accord avec lui, dans le sens où c'est plus, alors encore une fois, une vue de l'esprit ou quelque chose de symbolique, ça n'est pas quelque chose de tangible, ça n'est pas de l'intelligence à proprement parler, puisqu'on ne peut pas définir l'intelligence. On peut même discuter d'un point de vue philosophique du fait que c'est artificiel ou pas artificiel, que veut dire artificiel. Donc là, on est dans ce que moi j'appelle un objet technique non identifié, dont on parle et qu'on manipule comme si c'était quelque chose qui était là, qu'on pouvait poser sur une table, on pouvait dire tiens, l'intelligence artificielle. Et puis le dernier point d'ailleurs, qui me paraît aussi problématique, c'est qu'on parle souvent de l'intelligence artificielle au singulier, alors que ça recouvre une variété incroyable et qu'on devrait en parler essentiellement au moins au pluriel, quitte à utiliser un terme qui n'est pas forcément adéquat. Vous voulez rajouter? Non. Je rajouterais juste que, en fait, moi je fais essentiellement de l'interaction humain-machine, mais je pense que la question qui se pose, c'est quand on cherche à les comparer, c'est qu'en réalité on veut déjà les faire collaborer d'une certaine façon, et déjà collaborer ou au moins interagir. Et donc là, c'est là où effectivement, je pense qu'on se met dans un mode de comparaison et c'est assez systématique en fait. Et évidemment, pour d'autres outils, le micro, je me compare pas au micro en fait. Je le prends et voilà, c'est mon micro. Et on a cette obligation parce que déjà on a mis l'intelligence artificielle, on met l'humain et déjà de mettre comparé, c'est déjà se poser la question de collaboration, d'interaction et donc on est systématiquement dans cette comparaison pour quelque part, ça a un peu été dit tout à l'heure, d'optimisation, d'une sorte comme si on pouvait optimiser le système qui serait l'humain et l'intelligence artificielle et donc avoir d'autres intervenants qui viendraient optimiser pour faire en sorte que, Laurence l'a dit aussi, peut-être optimiser les moins compétents pour que ça soit plus optimisé, pour que finalement le système humain et l'intelligence artificielle qu'il y ait d'autres humains qui décident pour que c'est... Alors, vous voyez, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, j'ai l'impression qu'il faut pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire que, quelque part, à un moment ou à un autre, on va interagir ou collaborer et décider de la forme de la collaboration et même du statut qu'on va lui donner,
et le statut qu'on se donne, parce que finalement c'est aussi important. Je crois que ça fait partie des éléments qui vont nous permettre alors peut-être pas de les définir, parce que c'est pas forcément la question, mais au moins de se positionner. Ça me paraît important à avoir en tête. Bon, alors c'est vrai que moi je suis intéressé par l'étymologie du mot intelligence. L'étymologie, c'est intus legere. Et legere, ça veut dire tout simplement lire à l'intérieur. C'est ça ce que fait une intelligence, elle est capable de lire quelque chose. Et je crois qu'il y a une spécificité de l'intelligence humaine, c'est que l'intelligence humaine a ceci de particulier, c'est qu'elle lit en produisant des concepts. C'est la première chose qu'elle fait. Elle a un concept, c'est pas une image, c'est un concept. Bon, toute la question de savoir ce que c'est qu'un concept. Deuxièmement, elle est capable effectivement de formuler des jugements. Par exemple, Socrate est un homme, c'est un jugement. Et puis, troisième chose que fait l'intelligence humaine, c'est qu'elle est capable de développer un raisonnement. Par exemple, elle peut dire Socrate est un homme parce qu'il est capable de parler. Voilà, ces trois fonctions me semblent très spécifiques de l'intelligence humaine. Alors c'est vrai que d'un autre côté, qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle? Elle est une simulation de cette intelligence humaine, parce que effectivement, l'intelligence humaine existait bien avant l'intelligence artificielle. Et donc, elle simule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire simuler? C'est qu'il y a effectivement, l'intelligence artificielle va utiliser des données extrêmement nombreuses. Elle va les traiter avec des algorithmes. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? En fait, c'est une recette d'un algorithme. Alors, j'aime bien cette idée de recette parce que lorsque je fais un gâteau, je suis pas du tout cuisinier. Mais si jamais j'ai une recette, je prends la recette, je fais exactement ce que dit la recette. Et au bout, j'arrive à faire quelque chose qui est pas mal du tout. À tel point que quelqu'un qui va goûter mon gâteau va me dire, mais je suis un sacré bon cuisinier. En fait, pas du tout. Eh bien, l'intelligence artificielle, c'est pareil. À mon avis, il y a effectivement de l'intelligence au bout, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est goûteux au bout, mais c'est pas de l'intelligence au sens strict, et effectivement, c'est du calcul algorithmique. Bon, alors on peut après, je dirais, discuter justement quelle est la différence entre le calcul et l'intelligence. Docteur Mohamed Chafani, nos compétences et notre cerveau ont-ils déjà évolué depuis le début du siècle avec l'ensemble des technologies qui sont nées? Ça rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est difficile à dire si on a évolué. Nos pratiques évoluent, ça c'est sûr. Nos pratiques évoluent. Alors est-ce que ça veut dire que parce que la question c'est est-ce que le cerveau a évolué? Évidemment. Il y a pas mal de débats. Moi, je travaille aussi, pas mal de mes activités, c'est les troubles du neurodéveloppement. Alors, vous allez faire le lien, c'est que dans la question des enfants, il y a eu beaucoup de débats sur les tablettes, par exemple. Est-ce qu'on change? Bien évidemment, on change nos pratiques. Bien évidemment, on change les modes de l'écriture, par exemple. On s'intéresse beaucoup à l'écriture. Et évidemment, on n'écrit pas de la même manière sur une tablette et surtout en manuscrit. Donc nos pratiques évidemment changent, ça c'est évident. Maintenant, est-ce que notre cerveau change? Alors c'est plus à mon avis une question qu'il faut poser aux neurosciences et voir si on peut faire des neurosciences sur du long terme pour pouvoir les analyser. Mais c'est sûr que nos pratiques changent, mais elles vont avoir évidemment un effet sur notre cerveau parce que on pratique pas de la même manière. On voit bien, ça a été dit sur la mémoire, mais moi j'ai l'impression, par exemple tout à l'heure sur le débat, c'est comme si effectivement la présentation de dire notre cerveau, on n'utilise plus la mémoire, c'est comme notre téléphone portable. Je connais pratiquement quasi aucun numéro de portable maintenant, mais ça veut pas dire qu'on n'utilise pas notre mémoire. En principe, j'ai l'impression que le discours tout à l'heure, c'est comme si on n'avait rien à faire à côté. En fait, on a plein de choses à faire, il y a plein de choses à apprendre. C'est plutôt si on est passif, si effectivement on n'apprend rien. C'est assez intéressant parce que on a un gros projet on continue sur l'éducation, mettre l'interaction de la machine, donc des robots, des agents virtuels dans l'éducation. Je peux vous dire que quand on a soumis la proposition de projet européen, on a soumis, il est impossible de démontrer, d'habitude on est positif, il est impossible de démontrer un gain dans le champ de l'éducation avec la technologie. C'est ce qu'on a écrit. Alors après, voilà. Mais parce que c'est vrai, on peut pas démontrer. Ce qu'on peut démontrer, c'est que grâce à ces technologies, on peut faire des choses qu'on ne faisait pas. Par exemple, tout le monde connaît les travaux pratiques. On a des travaux pratiques, il y a la théorie, les travaux. Le robot peut servir aux travaux pratiques. Donc là, on va activer, et à mon avis, dans le champ pour répondre à votre question, on va activer des zones du cerveau qu'on n'activait pas parce que si on faisait juste le cours. Donc ça donne des moyens.
Maintenant, si le robot, si je dors devant le cours, que ce soit un robot ou qui fasse je sais quoi, je vais dormir en fait. Et les étudiants, nos élèves dorment quand même, c'est-à-dire qu'il y ait technologie, pas technologie. Donc je pense pas que ça va changer fondamentalement. C'est nos activités. Si nos pratiques, c'est vrai que je commençais par les pratiques. Si les pratiques font qu'on fait plus rien à côté, oui, évidemment, ça va avoir un effet. Mais maintenant, si ça nous libère pour faire autre chose, non, il n'y a pas de raison que ça change. Oui, en gros, ça rejoint ce qu'on disait aussi ce matin. C'est un outil. Et du coup, ça doit nous permettre de faire autre chose. C'est ça. Et du coup, comment préserver l'équilibre en fait entre les compétences qu'on a acquis en tant qu'humain et les compétences apportées par les technologies? Pratiquer. C'est juste les pratiquer, les compétences. Les compétences, on les perd si on les pratique pas. Si on fait pas l'effort d'acquisition. S'il n'y a pas un travail d'acquisition et de pratique de ces compétences, bien évidemment, on les perd. Si vous apprenez plus rien, évidemment, on les perd. C'est pour ça que parfois, même à l'université, on fait des examens on leur demande de faire des calculs encore, de refaire des calculs. Et la problématique, c'est évidemment si on a tout pratiqué avec la calculatrice, avec l'ordinateur, on se retrouve à ce moment-là à l'examen sans calculatrice, sans rien, c'est la même chose. Et c'est intéressant parce que je m'occupe du handicap dans mon université, des étudiants. Maintenant, on a la plupart des enseignants qui refusent, c'est un aménagement pour des étudiants en situation de handicap quand même. Donc c'est pas un choix qu'ils font, de composer sur ordinateur. C'est une question de handicap, voilà, c'est comme ça. Je peux pas composer sur. Les enseignants refusent cet aménagement au titre de ChatGPT en disant ils vont accéder à ChatGPT. Mais c'est quand même des bêtises quand même. C'est-à-dire que c'est pas si on voulait tricher, on triche. Si on veut pas tricher, on triche pas. Et on peut avoir des moyens pour pas. Et donc ces technologies-là, on doit leur donner une finalité et pour pas qu'elles disparaissent, c'est vraiment les pratiquer. S'il n'y a pas cette pratique, elle peut inclure de la technologie, mais c'est à nous de concevoir ces pratiques-là. Et Emmanuel Goffi, quel est notre degré de liberté face à l'intelligence artificielle? Alors, déjà, c'est des questions à très haut niveau d'abstraction, parce que la question va pas se poser de la même manière selon déjà qu'on a accès à l'intelligence artificielle, qu'on sait l'utiliser, etc., dans quelle partie du monde et puis comment on l'utilise. Notre degré de liberté face à l'intelligence artificielle, c'est à peu près le même que face à toutes les autres technologies. C'est celui qu'on veut bien s'octroyer nous-mêmes. La plupart du temps, si vous voulez, moi je pense que c'est là où il y a une espèce de travers, surtout pour l'homme occidental moderne, de courir après la technologie comme étant un outil de progrès qui permet d'améliorer notre existence et donc qui d'une certaine manière nous a servi. Mais là aussi, Heidegger et tout un tas d'autres philosophes parlaient déjà de cet asservissement qu'on a vis-à-vis des technologies. Alors, rien de nouveau avec l'intelligence artificielle en l'occurrence. Là où peut-être il y a un asservissement et qui peut-être est différent quand vous parlez typiquement d'utilisation. Alors là aussi, on est focalisé sur ChatGPT, c'est pas la seule IA générative, il y en a plein d'autres. Là aussi, il faut peut-être un peu élargir le spectre. Quand on parle de ChatGPT en général sur cette journée, c'est l'ensemble des. Le problème, c'est que moi, quand on me parle de ChatGPT, voilà, ça veut dire que les gens ne connaissent pas les autres systèmes génératifs de texte, d'images, de sons ou de code. Les IA génératives, c'est quand même relativement vaste. Donc, on se focalise sur ChatGPT. J'entends bien l'idée, mais cela étant, il faut quand même rappeler que ça n'est pas le seul objet sur lequel il faut se focaliser. Mais en tout cas, quand on génère, par exemple, du texte, ou quand on génère de l'image, ou quand on génère de l'art, de manière générale, la problématique qu'on a, c'est plus tant qu'on va copier-coller ou c'est surtout, et moi c'est ce que je dis à mes étudiants, quand j'ai la chance de leur dire ça, je leur dis, bon, vous allez générer par exemple un texte, parce que c'est très souvent le cas, il y a un essai à rédiger, on génère un texte, vous allez avoir très certainement une note relativement moyenne, il n'y a pas de souci avec ça, parce que le travail va bien se faire. Mais ce que vous perdez surtout, et ça c'est relié à la liberté, vous perdez en fait toutes les soft skills qu'il faut déployer pour créer du texte. C'est-à-dire être capable d'aller chercher du document, d'aller organiser ce document, d'aller compulser ces documents, d'aller organiser des idées, d'aller structurer ces idées, ensuite de démontrer, des organiser. Tout ça, vous le perdez. Donc certes, vous aurez une bonne note, c'est-à-dire qu'en termes de rapport travail-efficacité, vous êtes super efficace, vous avez une bonne note pour un minimum de travail, vous êtes efficient, comme on dit, donc il n'y a pas de souci. Vous aurez certainement votre crédit ECTS à la fin du cours et peut-être que vous validerez votre diplôme. Mais la problématique qui va se poser et qui est très souvent, que moi je relis très souvent à cette inquiétude à laquelle il y a systématiquement pas de réponse, c'est une question aporétique, qui est de dire est-ce que l'IA va faire disparaître des emplois?
Certainement que oui, certainement qu'elles vont en créer d'autres. Mais il y a quelque chose d'assez schizophrénique dans le sens où les gens ne se rendent pas compte que, en s'affranchissant justement de cette liberté qu'on a de travailler par nous-mêmes, de réfléchir, de construire, de structurer nos idées, d'exercer notre esprit critique, on s'asservit. Et quand on s'asservit, en plus, ce qu'on est en train de dire, c'est finalement ce que je faisais moi en tant qu'être humain, par exemple en termes de génération d'un texte. Et je parle des étudiants, il n'y a pas que les étudiants, c'est valable pour les journalistes, c'est valable pour les consultants, c'est valable pour les juristes, c'est valable pour tout un tas de personnes. Ce que vous faites, en fait, c'est que vous dites finalement, vous n'avez pas besoin de moi. En gros, ce que vous dites, c'est là où moi, vous allez me payer 1 200 € comme consultant par jour pour produire un texte. Je vais sur ChatGPT, il va me faire un truc qui globalement tient la route et que je peux vous produire en 32 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur, ou ça veut dire que la personne qui a besoin d'un consultant, le coup d'après, elle va se dire, je suis pas complètement débile, je vais pas payer 1 200 € par jour à un consultant, je vais aller chez ChatGPT. Donc, il y a le côté schizophrénique de dire, on a peur que ça nous prenne nos emplois, mais en même temps, on se tire une balle dans le pied en disant oui, mais je peux le faire avec Bart, je peux le faire avec ChatGPT, je peux le faire avec n'importe quel autre IA générative. Donc en fait, ce que l'on perd, à mon sens, en termes de liberté, aujourd'hui, mais qui n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est inhérent à l'humanité, c'est notre capacité à maintenir notre esprit critique, c'est-à-dire à prendre du recul. Et un dernier point qui me paraît important, c'est assez fascinant, hein, en fait, c'est pour, c'est que, c'est juste, voilà, si vous avez soif, magnifique. le robot nous apporte de l'eau. Magnifique. Impeccable. Ce qui a aussi, je trouve, d'assez intéressant avec ces questions-là, encore une fois, c'est que cet esprit critique, c'est aussi ce qui fait, d'une certaine manière, notre humanité, notre capacité à prendre du recul. Et moi, j'ai tendance à dire, on se focalise toujours sur l'intelligence artificielle, je recommande, je me permets, hein, en toute humilité, de dire aux gens, attention, avec l'ensemble de ces IA génératives, à ne pas tout prendre pour de l'information, essayant de fonctionner comme des IA nous-mêmes, considérant que tout ce qui est généré par des IA génératives ou par l'intelligence artificielle en règle générale n'est que de la donnée que nous stockons dans notre cerveau, dans notre dataset, et que nous mobilisons à un moment donné pour une finalité spécifique, et donc nous transformons ces données en de la donnée utile, c'est-à-dire en information. Mais ne considérons pas que quand, par exemple, je pose une question à une IA générative, elle me répond, que la réponse est une information. Parce que là, pour le coup, j'abandonne ma liberté, j'abandonne mon esprit critique. Oui, donc, du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il faut garder ses soft skills. La solution, c'est de maîtriser l'outil, mais tout en gardant donc ses propres soft skills. Maîtriser l'outil, oui, parce que moi je suis pas du tout technophobe et je pense que ce sont des outils qui ont une très grande utilité dans tout un tas de domaines. Il n'est pas question de dire haro sur les IA, c'est pas du tout ça. Mais là aussi, encore une fois, on n'est pas tous égaux devant l'intelligence artificielle, on n'est pas tous égaux devant la capacité de recul face à l'intelligence artificielle. Donc je vous dirais quelque chose d'assez banal en philosophie. Gardons notre esprit critique, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est faisons en sorte de maîtriser nos soft skills, parce que là aussi, et après j'arrête de monopoliser l'attention, c'est pour les générations futures, comme pour la mienne, je ne sais pas si c'est ça malgré tout, les jeunes savent qu'ils vont changer de métier régulièrement dans leur carrière. Ce qui permet de passer d'un métier à un autre, parfois des métiers très différents l'un de l'autre, c'est pas les hard skills que vous avez appris dans votre cours sur savoir comment programmer. C'est les soft skills qui vous permettent de vous ajuster, de vous adapter, une certaine flexibilité, une certaine prise de recul. Donc ces soft skills, elles vont être très 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 importantes tout au long de la carrière. Il faut véritablement les maintenir. Pierre Delbé, quelle est la place de l'humain dans la prise de décision face aux technologies? Comment assurer l'autonomie, la responsabilité et la liberté des individus? Oui, donc par rapport à cette question, je veux simplement inverser un tout petit peu les trucs, c'est-à-dire de dire quelle est la place de la technologie dans la décision humaine, si je peux me permettre. Hein. Mais bon, ça me va très bien. Bon, voilà, donc la décision, c'est quelque chose de tout à fait remarquable parce que c'est un moment tout à fait mystérieux. Le moment de la décision, c'est un moment où, effectivement, quand on est un être humain, voilà, on est dans la réflexion, on réfléchit, et il y a un moment où on va passer à l'action. Alors, cette interface entre la réflexion et l'action, ça s'appelle la décision. La réflexion, elle aboutit à la conclusion. Donc, il faut que je fasse ça, mais la conclusion, c'est pas encore la décision. Je sais très bien que je dois faire ça, ou que je vais faire ça, mais je l'ai pas encore décidé. Voilà. Et ce déclenchement a quelque chose de tout à fait vertigineux. C'est pour ça que décision, c'est le ciseau, c'est-à-dire je coupe, il y a un avant et il y a un après. Voilà. Donc ça, c'est la chose que je voulais dire.
je pense que en ce qui concerne la technologie, si vous voulez, voilà, je voudrais réagir par rapport à ce qui a été dit, qui me semble vraiment très très important, à savoir qu'il est très important, effectivement, de comprendre le processus qui nous permet d'arriver au résultat. Ça, c'est vraiment un point qui me paraît important. Mais ce que je rajouterais simplement, c'est une autre chose, c'est que quand on a le résultat, il faut être capable de comprendre qu'il est bon. Je remarque simplement, Laurent Alexandre donne un excellent exemple. Il dit, vous prenez une infirmière qui a 3 ans de formation, hein, et qui utilise ChatGPT, eh bien, comparé à moi, qui suis médecin, qui fait 11 ans d'études, qui suis un expert, qui me tient informé et qui a 30 ans d'expérience, eh bien, elle est meilleure que moi. Sauf que, si je peux me permettre, il faudrait savoir si elle le sait. Et si elle est capable de dire pourquoi son résultat est meilleur que celui de Laurent Alexandre. Parce que je remarque simplement que c'est Laurent Alexandre qui lui dit, effectivement, ce résultat est meilleur. Et il est capable de dire pourquoi il est meilleur. Donc il y a une espèce de commentaire du résultat qui me paraît un élément clé. Et qui est précisément ce qu'il ne faut jamais abandonner. Et c'est en ce sens-là que je crois effectivement que la CNIL, quand elle dit il faut garder la main, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai un résultat de ChatGPT ou autre système d'intelligence artificielle, eh bien, je suis capable, effectivement, de commenter. J'aime bien cette idée de commenter. Ce résultat est bon parce que, voilà. Et d'autre part, en ce qui concerne le moment de la décision qui apporte quelque chose de différent et de supplémentaire, c'est-à-dire que je ne suis pas simplement dans le commentaire pour dire ça c'est vraiment un bon résultat, mais je veux dire, je vais l'utiliser, n'est-ce pas, pour prendre une décision, et cette décision peut avoir des effets publics. Alors la question c'est, à partir du moment où je prends une décision, que cette décision a des effets publics et que ces effets publics sont nocifs, qui est le responsable? Est-ce que moi je peux me réfugier derrière la ChatGPT, ou l'intelligence artificielle? Non, j'ai bien compris. Hein. Derrière l'intelligence artificielle et dire, écoutez, non, moi c'est pas de ma faute, hein, c'est l'intelligence artificielle qui a parlé. Moi je l'ai suivi, c'est pas de ma faute. Et là, je pense qu'il y a vraiment une question qui est la responsabilité, respondeo, en latin, ça veut dire je réponds de mes actes. C'est-à-dire que il me semble qu'à partir du moment où il y a l'utilisation d'une intelligence artificielle pour prendre une décision, notamment des décisions extrêmement complexes, notamment les systèmes boursiers, etc., qui sont très très complexes, eh bien, je pense qu'il faut effectivement réfléchir au lien qui existe entre la personne morale ou physique qui mobilise cette intelligence artificielle. Et que ce lien entre l'acteur humain et la décision facilitée par l'intelligence artificielle doit toujours être transparent, de telle façon qu'on puisse référer à quelqu'un de responsable et qu'on ne soit pas, je dirais, dans une espèce de flou artistique qui fait qu'en fait, on ne sait plus où est la responsabilité. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et quelles sont les opportunités et les limites de l'apprentissage assisté par la technologie? En fait, comment favoriser la créativité, la curiosité et l'esprit critique des apprenants? Permettez-moi quand même de dire, en tant que j'ai été professeur de philosophie pendant quelques années, j'ai été aussi un très très mauvais élève en mathématiques, n'est-ce pas? Et lorsque donc j'arrivais bon an mal an en seconde C à l'époque, n'est-ce pas? Je n'en menais pas large. Sauf que j'ai eu un excellent professeur de mathématiques, d'accord? Et moi qui étais médiocre, je ne suis pas devenu excellent, non, certainement pas. Mais par contre, je suis devenu assez bon. C'est moyen, médiocre. Enfin, vous voyez ce qu'il veut dire, bon, juste ce qu'il faut. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous voyez le rapport, je dirais, interpersonnel, comme vous l'avez dit très justement, n'est-ce pas? Et qui fait que un professeur de mathématiques, si vous voulez, il aime son truc, il explique d'une façon qui est compréhensible, il se met à ma place, enfin bref, il joue de pédagogie, il est tellement génial que j'ai envie de devenir comme lui. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai envie d'être bon en mathématiques. Je veux dire par là que l'apprentissage n'est pas tant un problème de pédagogie et avec des fonctions cognitives, mais il y a aussi un problème de désir. Il faut donner un désir à la personne qui apprend, n'est-ce pas, qui dit moi j'ai envie d'être comme lui. Parce que vous voyez ce que je veux dire. C'est Aristote qui dit à juste titre que en fait le commencement de l'apprentissage c'est l'imitation. Je vois mes parents, mon père ou ma grand-mère faire de la cuisine. Vous voyez, c'est un truc il y a des très grands cuisiniers qui disent moi je suis devenu cuisinier parce que j'ai vu ma grand-mère faire une recette de cuisine, c'était tellement bon, elle la faisait tellement bien,
Vous voyez, j'ai imité ses gestes. Vous voyez. Et la mimésie, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans l'apprentissage. Alors voilà, c'est ça que je veux dire. Vous savez, un robot, et je veux bien croire que les robots sont très 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 intelligents au sens où ils sont capables de répondre à toutes sortes de questions où je suis incapable, comme dit très justement Laurent Alexandre, il dit, moi j'ai une connaissance, moi qui suis un expert, j'ai une connaissance de 1 millionième du savoir global sur la médecine. Alors que l'intelligence artificielle, elle a accès à l'ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas photo, vous voyez, en termes de données, c'est impossible. Et par contre, si vous voulez, ce rapport, derrière un robot qui connaîtrait tout, je maintiens, il n'y a personne. Vous voyez, c'est ça ce que je voudrais simplement dire. Il y a quelque chose qui ressemble à une présence et qui fait que lorsque j'ai quelqu'un en chair et en os, eh bien, c'est pas pareil que lorsque j'ai un robot tout puissant en termes intellectuels. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mohamed Chatouani, quelles compétences purement humaines risquons-nous de perdre avec ces IA? Une compétence purement. C'est une bonne question parce que justement c'est ça qui va. Mais c'est intéressant parce que ça va nous pousser vers des retranchements moi j'ai l'impression que c'est vraiment une question de réflexion et de positionnement et de décider justement si on veut la perdre ou si on l'a perdue. Parce que ça se trouve on l'a pas perdue mais on pense qu'on l'a perdue. Et des fois c'est assez particulier par exemple, là vous parlez d'interaction sociale et évidemment, ça a été dit tout à l'heure, on va pouvoir détecter sûrement des émotions, on va pouvoir détecter d'autres. Aujourd'hui, on travaille même à reconstruire votre activité cérébrale juste en imaginant ce que vous regardez. On peut tout à fait. Donc il y a plein de choses qu'on peut tout à fait faire. Mais est-ce que c'est vraiment la faculté? Est-ce que c'est vraiment cette faculté-là, ou est-ce que nous on se décide que le robot atteint cette faculté-là? Ça, c'est vraiment un point important, parce que je crois que c'est comme ce que vous dites, c'est de décider ou de savoir si c'est bon ou pas bon. C'est la même chose pour les facultés. Je pense que il y a des facultés qu'on pense qu'on a perdues, mais en fait, je crois pas. Et d'autres, on peut tout à fait avoir pour le même résultat des facultés. C'est intéressant, ça me fait penser quand le robot est arrivé là, en fait, on s'est arrêté, voilà, il prend de la place, mais en fait, c'est juste un truc qui amène de l'eau, quoi. Et la preuve qu'il propose de l'eau. Et encore, il ne propose pas vraiment, hein. Mais c'est intéressant parce que je m'étais dit, mais tiens, c'est bien qu'il fasse ça, cet exercice-là, parce qu'il y a même de l'eau, on s'arrête, mais pourquoi on s'arrête? C'est un truc qui vient, il y aurait un chat qui passerait, ou on serait peut-être pas arrêté, mais et en plus, tu as dû l'enlever, parce que voilà, physiquement, et le tenir et le mettre là. Ben voilà, c'est ça les questions de faculté. Est-ce que c'était un intervenant qui est venu? Non, c'est Yann Neglo. Mais on peut tout à fait décider que c'est un intervenant. Et je pense que la réaction qu'on a eue, elle est comme ça. Ou les réactions, je dirais, c'est on peut considérer qu'on a perdu une faculté parce que voilà, et c'est un intervenant, et on peut considérer que non. Donc je pense que c'est vraiment une question de positionnement et de se dire, bah voilà, est-ce qu'on considère que ce truc-là réplique une faculté humaine? C'est déjà un positionnement qu'il faut avoir. Et c'est intéressant parce que sur l'exemple de l'éducation est assez intéressant parce que on optimise normalement les intelligences artificielles. On sort, on est tous à développer des systèmes et quand on développe des systèmes, on minimise les erreurs. C'est ça l'idée. Mais dans le champ de l'éducation, en fait, il faut pas faire ça. C'est intéressant d'avoir des erreurs. Et on apprend par les erreurs. Ça, et tout à l'heure, on parlait du positionnement et de la faculté. C'est vrai qu'un prof, quand on est enseignant, on sait que si, par exemple, on fait une erreur dans le cours, le premier cours, on est mal pour pour un bout de temps quand même. Hein, on est assez mal. Par contre, si on utilise des robots qui font des erreurs, c'est pas moi, c'est le système qui fait des erreurs. Et qu'on analyse ces erreurs-là. Nous, on a fait ça avec des enfants. Hein. On faisait des trucs très simples, hein, des quadrilatères, des triangles. On a tous appris ça à l'école. Mais on faisait des robots qui font exprès de dire, bah ça c'est pas un quadrilatère. Et l'analyse qu'on en fait, donc on développe justement le mécanisme de comprendre, de revenir sur. Et donc là, on peut faire des choses. Et l'enseignant peut pas faire ça.
l'enseignant, effectivement, il peut pas faire ça. Il peut pas. Donc c'est une faculté qu'il a pas parce que c'est son statut en fait, ce qui fait que il peut pas faire d'erreur comme ça. Mais par contre, il peut déléguer à un robot de faire une erreur et que cette erreur-là soit utilisée dans un contexte. Et c'est ça qui est important, c'est de construire ce contexte-là et de bien construire. Et l'enseignant, il a dit que la pédagogie, c'est pas juste. C'est tout ça en fait. On construit en tant que pour réussir en pédagogie, c'est construire tout le contexte. Et construire de cette manière-là, là, on a un positionnement qui est clairement différent. Et pour répondre rapidement à la question, je pense que c'est vraiment une question de positionnement aussi qu'on doit avoir. Emmanuel Goffi, dans la célèbre quadrilogie maintenant Matrix, la notion de contrôle est questionnée. Est-ce que ces questions relatives au contrôle, en fait, qui contrôle qui, est-ce que l'homme reste au contrôle, ne sont finalement pas des clés essentielles pour répondre à cette réflexion sur l'acquisition et la perte des compétences? Alors, j'ai à titre personnel une perspective très qui m'est chère sur le contrôle. Je pense qu'il y a un mythe du contrôle. Hein. Il y a un mythe qui nous est propre à nous, la techné aristotélicienne, la capacité à plier, comme disait Descartes d'une certaine manière, la nature à nos besoins, au travers du progrès, au travers de la technique, qui nous permet finalement de faire en sorte qu'on vive dans un environnement réel. C'est quelque chose qui nous est propre et qu'on ne trouve pas dans toutes les cultures. Hein, parce que nous avons dans le monde occidental et dans les religions du livre une culture qui est très hiérarchique, où l'homme est au sommet de la pyramide, et finalement, d'une certaine manière, il essaye de plier. Alors au-dessus de lui, il y a un Dieu quand on est croyant, mais généralement, il essaye de plier tout le reste dans le sens de son besoin. Quand vous allez dans certaines cultures animistes, vous allez par exemple en Amérique du Nord, chez les Indiens d'Amérique, chez les Inuits, chez les Premières Nations canadiennes, quand vous allez chez les Aborigènes en Australie, quand vous allez même dans la culture Shinto des Japonais, vous avez un monde qui est plat, vous n'avez pas un monde pyramidal et hiérarchique. Et en fait, vous faites partie d'un écosystème. Donc cette question du contrôle ne va pas se poser de la même manière, voire ne va pas se poser comme nous, on se la pose. Typiquement, la question du contrôle sur la technologie, quand vous regardez dans la philosophie japonaise, la relation à la technologie est complètement différente. Parce que on considère qu'il y a dans chaque objet, dans chaque artefact, ce qu'on appelle des kami, des petits esprits, qui nous habitent les uns les autres, et d'une certaine manière, une table n'a pas plus ou moins de valeur qu'un être humain, qui n'a pas plus ou moins de valeur qu'une chaise ou qu'un arbre, etc. Et donc notre rapport à la technologie, les réticences qu'on a à l'égard de la technologie et cette nécessité de contrôle ne se posent pas nécessairement. Nous, en Occident, la plupart du temps, tout à l'heure, je ne sais plus qui a évoqué ce syndrome Terminator. Hein. Souvent, quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine Skynet, ou pour les plus anciens Wargames, on se dit, ah ben, l'IA va prendre le dessus, va déclencher une guerre nucléaire, ce que me disait Elon Musk. Nous, on a Terminator, les Japonais, ils ont Astro Boy. Ils ont un petit robot kawaii, mignon, qui vient aider les gens. Voilà. Moi, je suis un immense fan de Goldorak. Alors Goldorak, certes, se battait contre des méchants, mais Goldorak, c'est le robot qui vient aider. Alors même s'il est habité par Actarus, tout ce que vous voulez, mais dans la culture populaire japonaise, la plupart des robots ne sont pas des robots menaçants. Ce sont des robots qui viennent aider parce que la technologie est là pour aider. Et en plus de cette couche culturelle, il y a une couche qui est une couche socio-économique, par exemple au Japon, qui est de dire la population vieillissante, une baisse de la main-d'œuvre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des artefacts technologiques qui nous permettent de compenser cette baisse de main-d'œuvre, eh bien, on va les utiliser. Et donc, ils pensent à ce qu'ils appellent, eux, la société 5.0, dans laquelle vous avez des robots, dans laquelle on aura, d'une certaine manière, tous un avatar robotique qui permettra, par exemple, pour nous, hein, je dois faire un travail comme consultant dans une entreprise, en même temps, je suis sollicité pour une conférence, eh bien, je vais envoyer mon avatar faire la conférence. D'accord? C'est déjà quelque chose qui existe. Donc, la relation est complètement différente. Cette relation de contrôle, je trouve que c'est une relation qui nous appartient véritablement. Et en fait, elle nous enferme dans une vision qui nous dit, la technologie, nous devons la contrôler. Alors moi, qui suis un ancien militaire, j'ai connu la belle époque où quand les drones apparaissaient, on nous disait, il faut toujours un homme dans la boucle. Et puis ensuite, on s'est dit, un homme dans la boucle, ok, l'intelligence artificielle apparaissait discrètement, on n'appelait pas ça l'IA à cette époque-là. On a commencé à dire, non, d'accord, un homme dans la boucle, non, plutôt un homme sur la boucle. D'accord? Bon, très bien. Et puis quelques temps après, on a dit, ah oui, mais un homme hors de la boucle. En fait, on voulait à tout prix qu'il y ait un homme quelque part, alors un homme avec un grand H, un humain, quelque part dans la boucle, mais on sentait bien qu'on n'était plus vraiment dans la boucle. Donc moi, je pense pas qu'on soit en contrôle, et je pense que cette course au contrôle n'a pas grand sens.
Il faut vivre en interaction avec ces objets-là. Alors on fait notre mieux pour vivre en interaction sans perdre peut-être aussi ce qui fait de nous notre humanité en fonction de nos croyances, en fonction de nos cultures, etc. Mais je pense que cette course au contrôle, c'est plus un narratif, et c'est essentiellement d'ailleurs un narratif, je trouve, qui est un narratif très politique, qui consiste à rassurer les gens pour leur dire n'ayez pas peur, un petit peu de manière un peu papale, j'aurais tendance à vous dire, n'ayez pas peur, utilisez l'IA, l'être humain est en contrôle. À titre personnel, Olivier Babot tout à l'heure disait qu'il était un petit peu addict de ces technologies. À titre personnel, je ne me sens pas du tout en contrôle. Moi, il suffit que j'ai un petit buzz sur mon téléphone, une petite lumière rouge, j'ai un espèce de réflexe pavlovien, non pas que je salive, mais tout à coup, il faut que je me jette dessus pour savoir ce qui se passe. Donc, je me sens pas fondamentalement en contrôle, que je le veuille ou non d'ailleurs. Hein. J'ai besoin. Mon téléphone, c'est même plus mon deuxième cerveau, c'est mon cerveau, et je ne suis plus qu'une excroissance de ce cerveau que j'ai dans mon téléphone, dans mes artefacts d'intelligence artificielle. Je ne me sens pas en contrôle, mais par contre, j'ai pas d'état d'âme, ça ne me fait pas souffrir outre mesure, je ne cherche pas à être en contrôle en disant non, moi je suis capable de laisser mon téléphone de côté. Non, j'en suis pas capable, c'est pas grave, faisons avec. Donc moi je pense qu'il y a vraiment un mythe du contrôle qui est un narratif pour rassurer les gens en leur disant vous inquiétez pas, il y a toujours des êtres humains derrière, c'est certainement le cas aujourd'hui, mais en même temps c'est assez schizophrène parce que dans les réglementations européennes, on vous parle d'IA responsable, on vous parle d'IA de confiance, comme si d'une certaine manière, c'était déjà l'IA qui devait être responsable. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous avez plus de supervision humaine. Parce que s'il y a une supervision humaine, c'est l'être humain qui est responsable, c'est pas l'IA. En plus, en termes légaux, à mon avis, la responsabilité de l'IA, ça se pose. Et puis, la relation de confiance, en sociologie, c'est une relation de confiance entre des êtres humains, parce que nous avons une capacité, une intentionnalité potentiellement de tromper l'autre. Donc, sauf à prouver que l'IA a cette capacité et cette intentionnalité, moi, il n'y a pas de raison que j'ai confiance en l'IA. Il y a le discours schizophrène de le contrôle, l'être humain est toujours là, mais en même temps, c'est l'IA qui est responsable, c'est l'IA en qui il faut avoir confiance. Donc, moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut contextualiser culturellement et dont j'aurais tendance à dire, il faut à un moment donné se détacher parce que, voilà, admettons que nous ne sommes plus en contrôle. Admettons-le et puis vivons avec. Je vais ouvrir la question à nos trois intervenants. Travailler avec les robots, en fait, là on parlait de travailler en confrontation IA et humain, mais plutôt si on travaillait avec eux, est-ce que c'est un scénario réaliste dans quelle mesure est-il possible en fait de travailler avec les IA de façon, je dirais, un peu égale, à jeu égal sur une tâche. Je suis quelqu'un. Oui. Alors, j'en profite comme ça, après je me tairai. Je rebondis sur ce que je disais. Pourquoi travailler de manière égale? Pourquoi, encore une fois, cette relation hiérarchique? De toute manière, c'est pas est-il possible, c'est on le fait déjà. Dans tous les cas de figure. Donc la question ne se pose même plus de savoir si c'est possible. Et puis ensuite, encore une fois, c'est une question à haut niveau d'abstraction. Il y a tout un tas de gens qui ne travaillent pas, qui n'auront jamais l'occasion et qui n'auront pas besoin. Il y a tout un tas de pays, même sans aller à l'étranger. Vous allez en France, il y a des endroits où il n'y a pas la 4G, donc l'IA, on en est encore loin. Il y a tout un tas d'endroits dans le monde où on est à des millions d'années-lumière de ces questions d'IA. Donc pour ceux et celles en tout cas qui travaillent avec, oui, il faut travailler avec, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut apprendre à travailler avec elles, avec ces technologies, avec ces techniques, de la même manière qu'on a appris à vivre avec une voiture. Ce qui n'était pas forcément quelque chose d'évident, qui a complètement changé notre écosystème, qui a complètement changé notre vision du monde, notre rapport aux distances, l'organisation de nos villes. On a appris à vivre avec les voitures. On en est aujourd'hui dans les grandes villes extrêmement serviles vis-à-vis des voitures. Eh bien, avec l'IA, comme avec toutes les autres techniques, il faut accepter cette réalité. Mais j'en reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, c'est bien à chacun d'entre nous de décider en fonction de notre esprit critique, à quel degré nous acceptons cette servilité, sans faire de cette servilité quelque chose d'absolument. Je suis un ancien militaire, c'est pas moi qui veux dire que la servilité c'est pas bien, ça aurait aucun sens. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le conformisme. Nous sommes tous serviles à un certain degré. Acceptons-le. Arrêtons de penser que nous sommes supérieurs en tout, sur tout, parce que ça n'est pas vrai, loin s'en faut. Et puis, faisons en sorte, bien, encore une fois, pour revenir à Aristote, de vivre avec les autres harmonieusement, voilà, et utilisons l'éthique qui est très importante comme étant un médiateur, justement, pour vivre en harmonie avec les artefacts technologiques, avec les autres et
pour prendre en rigueur, avec nous-mêmes aussi. Bon, alors effectivement, ça existe déjà, hein, les cobots, les exosquelettes, c'est ça, hein, font partie de la cobotique. je crois. Hein. C'est assez fascinant de voir des gens qui enfilent un exosquelette comme une blouse et qui peuvent soulever des masses extraordinairement lourdes, mais avec le petit doigt, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc là, évidemment, pour la pénibilité du travail, on comprend bien que la robotique, c'est une aide vraiment bienvenue, bien sûr, surtout pour les travaux qui sont pénibles et difficiles. Alors on peut étendre, me semble-t-il, de ces travaux physiques à des travaux qui sont administratifs, des comptes rendus, toutes les choses qui sont techniques, difficiles, ennuyeuses, etc. Je pense que là, les robots sont bienvenus pour nous donner un coup de main. Mais il y a quand même dans l'activité professionnelle des choses qui sont absolument passionnantes, n'est-ce pas, qui sont l'investissement dans un projet qui a de la gueule, qui est intéressant, qui a du sens au niveau sociétal, etc., etc. Et je crois qu'effectivement, les hommes et les femmes se réalisent en grande partie à travers cela. Et je crois que ce serait très très dommage de déléguer précisément ce travail-là à des robots qui sont peut-être capables d'en faire une bonne partie. Mais donc, tout à fait d'accord pour dire à nous, au sein d'une entreprise, par exemple, de définir quel est le seuil, jusqu'où on se laisse aider, jusqu'où on se laisse même remplacer. Et c'est une vraie question de se poser ça. Je n'ai pas toutes les réponses à ce genre de questions, mais enfin, ce sont des questions auxquelles il faut répondre avec intelligence, avec éthique, comme vous l'avez dit très justement, avec le respect des personnes, et puis avec toujours l'idée que, en fait, effectivement, cette collaboration, cette coopération est tout à fait possible. Elle est féconde, elle est précieuse, elle est intéressante, et elle est possible. Encore, c'est pas simplement un devoir de coopérer, mais elle est possible. À nous d'en décider et de faire en sorte que ce soit possible. Voilà un petit peu ce que j'ai envie de dire. Alors, je suis assez d'accord. Alors, c'est vrai que le point, de la question au début, ça m'allait, et effectivement, quand vous avez dit égal, c'est là où peut-être ça peut poser le problème, parce on va revenir sur le débat de la comparaison et autres, et je suis assez d'accord sur ce qui a été dit. Mais je pense qu'il y a aussi apprendre à travailler, et le débat là le montre, en fait, si on regardait en termes j'allais dire même de formation et de sensibilisation par des travailleurs. On parle probablement aussi de formation continue, parce que c'est aussi la question. C'est-à-dire, on parle pas de génération qui rentre, là aussi, il y a aussi des générations qui sont déjà là. J'ai l'impression que le débat le montre et la journée le montre, c'est que ça fait intervenir beaucoup de disciplines. Vous avez parlé d'éthique, mais c'est beaucoup de disciplines en même temps. Et ça, c'est une particularité quand même de ces questions-là, c'est qu'il y a énormément de disciplines pour vraiment aborder ces questions-là. Et déjà juste autour de la table et autour ici dans la salle, si on faisait juste un sondage des disciplines, on serait déjà étonné en fait. Et je crois que c'est ça qui est difficile aujourd'hui, c'est que comment on se met, on arrive à être à l'aise dans ce monde-là qui est effectivement changeant et autres, mais qui quand même c'est des disciplines. Il y a quand même des gens qu'on travaille, parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus besoin d'experts, mais moi je crois tout le contraire. On a besoin d'experts dans les disciplines, hein, c'est ça. Et en fait, les gens qui travaillent de discipline sont souvent très à l'aise dans leur discipline. Et c'est important en fait, c'est très très important. Et je crois que dans le travail, c'est ça aussi, c'est-à-dire que travailler avec d'autres, et d'amener ça dans les formations, je pense que c'est important. Après, je voulais juste faire un commentaire donc sur l'aspect IA et robotique, parce on a l'impression de mélanger IA et robotique. Faut pas oublier que robotique, c'est aussi le monde physique. Et donc la nature des travaux qu'on va mener, les questions sont probablement différentes en fait quand on va travailler dans un monde physique. Avec des tâches physiques, de la collaboration, votre IA elle peut peut-être ne pas poser de problème de sécurité, mais un robot qui est en face de vous, si ça peut tout à fait poser des vrais problèmes de sécurité. On utilise souvent des robots aussi dans l'assistance aux personnes, et donc là il y a la question de jusqu'à où on va aider. Et c'est pas la même chose, par exemple, moi qui travaille sur le handicap en général, de travailler sur des situations qui vont être, par exemple, de l'ordre de la réhabilitation, c'est-à-dire que, par exemple, on a un espoir où on essaie d'améliorer. Donc là, il y a quand même une aide, une assistance qui va petit à petit disparaître. C'est déjà voilà. Ou de travailler dans une aide qui est permanente, dans des maladies chroniques ou dans handicap. On va plus du tout avoir la même perspective.
Juste pour finir sur ce point-là, on va aussi travailler dans des situations différentes. Maintenant, on voit bien que les frontières privées ou autres, donc on va travailler de manière très différente. À la maison, pas à la maison, vous avez dit, on va envoyer quelqu'un d'autre. Tout ça, ça veut dire que c'est des natures, les façons de travailler vont être différentes, et donc il y a probablement des situations différentes. Mais je crois que il faut se préparer à ça dans l'aspect, pour revenir à mon premier point, de travailler avec des experts et des disciplines et se former déjà à ce côté, je pense même dès les premières années, hein, à ce côté, en fait, il n'y a pas que une discipline, il n'y a pas que les maths, que la philo ou autre. Mais voilà, il y a plein de choses et faire maths et philo, par exemple, c'est quelque chose qui, même notre système d'éducation ne permet pas, en fait, en réalité. Alors, essayer de faire maths et philo. Moi, je suis le premier, hein, j'ai ma fille qui voulait faire, je sais plus quoi, biologie et je ne sais quoi. J'ai dit, mais en fait, si tu fais ça, c'est impossible de rentrer à l'université. C'est comme ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, faire philo et bio, par exemple, amusez-vous, essayez de faire ça au bac. Voilà, c'est ça qui est délicat, c'est qu'on n'est pas prêt en fait. Notre système n'est pas prêt à accepter qu'on travaille comme ça et qu'on puisse faire à l'université de la philo et de l'IA. Je sais pas où on peut vraiment faire ça, hein. Il y a très très peu d'endroits où on peut faire ça. On va peut-être arrêter pour cette table ronde. Encore merci donc à Emmanuel Goffi, Mohamed Chefoni et Pierre Delbé pour cette nouvelle table ronde.